Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjigbi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Point 7. Une semaine a démarré et est en train de s'achever. Et là, nous sommes même, on va dire, la toute dernière semaine de ce mois de novembre qui s'achève. Aujourd'hui, c'est le 1er décembre. Nous rentrons, et bien sûr, de plein pied dans le dernier mois de l'année 2023. On peut commencer à faire les bilans. C'est le moment, c'est sûr. Nous aussi, on va le faire un peu sur cette émission. Avant la fin, on pourra quand même se demander quelle a été l'actualité dominante. Ce n'est pas Ishola Diguin qui va, me démentir. Bonjour Peggy Ludovic Dagba, coucou spécial à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. À nouveau venu sur ce plateau, Landry Huiton. Bonjour. Bonjour Peggy. Alors, quel effet cela vous fait d'être sur Point 7 ? C'est la toute première fois que je mets pied dans ce studio. C'est vrai qu'une première fois, je l'ai loupé. Mais aujourd'hui, je crois que c'est bon. J'ose croire que je pourrais apporter quelque chose aux différentes analyses par rapport à l'actualité de cette semaine. Soyez-en sûrs, sinon votre présence ne serait pas si remarquable sur cette émission. Je dois annoncer aux auditeurs que vous êtes un transfuge du groupe de presse La Gazette du Golfe, qui malheureusement est abonné au silence depuis quelques temps. Aujourd'hui, vous êtes où ? Ça fait vraiment mal de constater que le groupe de presse La Gazette du Golfe ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus actuellement. Nous osons croire que les autorités, tous ceux qui doivent faire ce qu'il faut faire pour que cela reprenne, c'est de la notoriété de ce groupe qu'il s'agit, et c'est aussi des emplois qui sont en rade. Donc, je souhaiterais fortement que ce groupe reprenne le travail, et que ceux qui fonctionnent là-bas, ceux qui sont sociétaires de ce groupe de presse, puissent reprendre réellement le travail. Moi, je suis désormais en freelance officiellement, mais je suis patron d'une chaîne de télévision digitale, Filao Web TV, et patron d'un journal, Filao News, mais tout ça, c'est à régulariser au niveau des autorités. Et c'est pour ça que nous gardons souvent de le dire, parce que nous sommes légalistes. Mais bon, pour le moment, on fait avec, quitte à ne pas se retrouver dans les travers des tests du numérique dans le pays. Voilà. Oui, mais vous faites déjà bien d'en parler, parce que si vous ne faites pas savoir ce que vous faites, personne ne saurait. On se demande, il est où cette voix aujourd'hui, sinon autrefois tonitruante, qui tonnait, qui lacérait le ciel de l'audiovisuel béninois à travers les ondes de Golf FM et Golf Télévision. Vous l'avez dit, c'est vraiment malheureux. Jusque-là, on ne sait pas ce qu'il en est. La Cour constitutionnelle qui a sablé, on va dire, la décision de la HAC. La RAC aussi, que nous allons inviter à revoir un peu les choses afin que, bien sûr, nos collègues, nos confrères qui sont aujourd'hui à la maison, sans salaire, il faut le dire, et c'est là où c'est difficile. Et l'autre chose qu'il faut mettre en lumière, c'est l'espace de liberté qui, ma foi, s'est tué à ce niveau-là, a été arraché. On va demander au pouvoir public quand même de voir un peu ce qu'il faut faire pour amener tout ça. Alphonse Moïse Soulé, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Vous avez un petit commentaire face à la fermeture de Golf FM, Golf Télévision ? Oui, c'est quand même un peu dommage. Hein. C'est vrai que j'ai fait un court passage entre 2022 et 2023 à Golf Télévision pour animer des émissions. Ça fait mal quand les
les grands groupes de presse commencent par disparaître comme ça. Je voudrais demander aux autorités administratives et politiques de mon pays de restaurer un peu l'espace de la démocratie, parce que dans un état de droit, le baromètre de la démocratie, c'est d'abord la presse qui relaie tout ce qui se passe. Donc je voudrais que, quelle que soit la faute commise, on peut étudier le cas de Golf, de groupes de presse, parce que il y en a plus beaucoup au pays, les groupes de presse, il y en a plus, et puis à l'extérieur, ce sont quand même ces radios, ces télévisions qui reflètent l'image de ce qui se passe au pays. Donc je voudrais que ça soit au niveau de la que ça soit au niveau de la Cour constitutionnelle, tous ceux qui ont une parcelle de décision pour permettre à ces voix-là de reprendre, au-delà de la fermeture du groupe. Ce sont des pères de famille, des mères de famille qui en souffrent. Vous savez de quoi je parle. Quand Soleil FM a été fermé en 2019 et qu'après, par la suite, c'est Sika TV qui est parti, nous savons ce que nous avons enduré, ce que nous continuons d'endurer. Donc, on ne souhaiterait pas que ça arrive aux autres. Il faudrait que les autorités jouent le rôle qui leur est dévolu pour permettre à chacun de vivre de son travail. Parce que quand vous avez appris à être journaliste, c'est que vous perdez votre boulot, vous n'avez pas les moyens de travailler pour votre propre compte, ça vous pose un problème. Vous devenez pratiquement un mendiant, il faut solliciter vos frères à gauche et à droite pour qu'ils vous trouvent quelque chose. Parce que trouver encore le travail, c'est pas la chose la plus facile. Il y en a pas. À moins que vous n'acceptiez d'être sous-payé. Bon, tout le monde n'accepte pas d'être sous-payé. Donc, je prie pour que chacun puisse lutter, pour que ces voix-là reviennent. On se voit, on discute, mais c'est pas la joie. C'est vraiment pas la joie. J'espère simplement que cette émission pourra apporter un tant soit peu, et bien sûr, quelque chose à cette situation afin que elle soit réglée. Ça ne nous fait vraiment pas plaisir que ce groupe de presse soit tué, soit réduit au silence. J'espère que cela ne sera durer. Merci, chers confrères, d'être sur ce plateau. On va y aller maintenant. Landry Cueton, on s'est croisés à la conférence de presse. J'espère que je ne trahis aucun secret du parti Les Démocrates dans la restitution qu'ils ont eu tenté de faire de la rencontre qu'ils ont eue avec le chef de l'État. Vous avez entendu comme moi que le chef de l'État n'a pas admis ou accédé à leur demande quant à la libération de Rekiat Madougou et de Joël Frédéric Aïvo. Quel a été votre sentiment dès que vous avez pu entendre cela? Merci beaucoup, Peggy. Mes sentiments, je ne sais pas, lorsque je me mets dans la peau de l'humain, lorsque je me mets dans la peau d'un citoyen, je ne peux être que meurtri. Voilà, lorsque on vous prive de votre liberté, ce n'est souvent pas facile. Lorsque vous êtes déjà sur pied, que vous allez vous venir, c'est pas facile de régler des problèmes de vie. Et lorsque on vous oblige à être dans un précaré, c'est souvent compliqué, c'est souvent difficile. J'imagine ce que ces gens-là vivent. Et donc, en tant qu'humain, je trouve que c'est une décision qui, à ma foi, choque. Ça choque parce que c'était annoncé il y a quelques mois, si vous vous souvenez. Et on va pas se ratatiner la mémoire sur la question. Oui, on avait annoncé une grâce présidentielle et du coup après, paf, il y a plus rien et on s'est dit on s'est tous vouvoyés peut-être sur cette annonce-là et que le chef de l'État, le connaissant, un bon dribbleur, il reviendra peut-être à la charge et fera ce cadeau pour toute la nation béninoise. Mais rien n'y fit et on s'attendait à ce que la rencontre avec les ténors du parti Les Démocrates puisse accoucher, puisse nous sortir cette fumée blanche-là. Mais malheureusement, toute la séance a été à la couleur blanchâtre, comme le dirait l'autre. Et donc, cette décision n'est pas une décision à gober, à saluer, à applaudir en tant qu'humain. Et ce n'est pas, ça sent pas bon, c'est pas bon. Et mais est-ce que cette décision, cette position du chef de l'État ne peut-elle pas se comprendre? Surtout si on voit la fermeté avec laquelle l'homme a quand même pris le dossier. Oui, la fermeté avec laquelle le chef de l'État a pris ce dossier, il y a que ceux qui sont dans le couvent de ce type de décision qui pourront nous dire de quoi cela relève. Et moi, je suis pas
proche du chef de l'État. Je ne suis qu'un simple citoyen analyste politique. Ça s'arrête là. Et j'opine sur les faits et sur les décisions, et surtout venant d'une voix officielle comme le chef de l'État. Je prends acte et je donne mon opinion, je donne mon appréciation. Et donc, du coup, comprendre ce que le chef de l'État a dit, ce n'est pas à moi de comprendre, Monsieur Peggy. C'est à ceux qui sont allés faire la demande de comprendre. Moi, j'opine juste sur ce que j'ai entendu, et je dis en tant qu'humain, et je suis resté un peu sur ma faim par rapport à cette décision, parce qu'on aurait souhaité que ceux qui sont dans les liens de la détention puissent recouvrer leur liberté, afin que nous puissions fumer le calumet de la paix, comme on le dit. Et maintenant, si le chef de l'État l'a dit, certainement qu'il a pris la mesure des choses, et qu'il a, il sait pourquoi il a dit. Moi, je ne suis pas là pour dire il a bien fait ou il n'a pas bien fait, mais moi, je dis juste qu'en tant que citoyen, j'aurais voulu que ceux-là puissent recouvrir leur liberté, quitte à ce que ceux qui ont fait le plaidoyer et puissent peut-être réamer autrement et voir ce qui est encore possible, parce que, comme on le dit en politique, il y a jamais, on dit jamais, jamais, comme le dirait l'autre. Oui, il n'y a pas de guerre à l'infini en politique. Et il faut toujours peut-être réajuster les choses, rabattre peut-être les cartes et savoir comment repartir à l'assaut de cette requête-là, afin que le chef de l'État puisse peut-être démordre. Il y a encore des voies autorisées dans ce pays. Je ne sais pas forcément ce que le chef de l'État, le patriarche Nicéphore Dieudonné Ségolou a dit, est allé lui dire. Quelques indiscrétions nous ont fait savoir qu'il n'était pas d'accord avec sa position. Voilà, donc d'une façon ou d'une autre, puisqu'il n'y a pas de voix officielle qui porte ce message, je m'en tiens juste à ce que j'ai entendu de la bouche du chef de l'État. Et donc le reste, ce sont les démocrates qui doivent savoir pouvoir armer désormais pour savoir comment dirais-je conduire cette requête-là, afin que nous puissions peut-être à la faveur de du discours, excusez-moi, à la faveur du discours sur l'état de la nation, de fin d'année. Peut-être de fin d'année aussi, et le chef de l'État peut revenir sur sa position. Il n'est pas aussi hermétique que l'on pourrait penser. Je suppose il pourrait le faire. S'il décide de le faire, il le fera. Puisqu'il amène lui-même, il a dit, c'est de la grâce présidentielle, relève de ses prérogatives. Et donc, on ne peut pas le forcer à le faire. S'il ne veut pas, il ne le fera pas. Mais je crois que si on lui parle et qu'on lui montre que c'est important pour nous, tous les citoyens ensemble, pourquoi peut-être ne pas faire une pétition? Je ne suis pas encore dans ce schéma, mais bon, voilà, j'envisage juste la question comme ça. D'accord. Voilà. Alphonse Maurice Soulé, quelle était votre réaction, votre sentiment à l'annonce de la position du chef de l'État? Non, écoutez, le chef de l'État a dit accorder le pardon est souvent une faute. La faute, elle est intentionnelle, c'est pas une erreur. J'ai dit, le chef de l'État, Patrice Talon, il a tiré les leçons du passage du Nicéphore Dieudonné Ségolou à la tête de l'État. Il a tiré les leçons du passage du général Mathieu Kérékou à la tête de l'État béninois. Il a tiré les leçons du passage de Boni Yayi à la tête de l'État béninois. Et il a calqué la gestion de son pouvoir à partir des erreurs des autres. Donc, il ne veut plus commettre les mêmes erreurs. C'est vrai que nous sommes sur un terrain politique et le chef de l'État est en train de préparer déjà sa succession. Donc, il ne voudrait pas que le pouvoir lui échappe. En 2026, il prépare sa succession. Donc, il ne voudrait pas qu'un élément nouveau vienne déranger le plan qu'il a établi. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir, en 2006, Kérékou est revenu. Entre-temps, quand Kérékou a quitté le pouvoir, le régime Ségolou lui avait fait quelques misères et le peuple béninois a voulu rétablir Kérékou en lui confiant le pouvoir. En 2006, Kérékou a fait 2 mandats. À la fin du mandat de Kérékou, on a voulu faire des misères à Boni Yayi à l'Assemblée nationale. Nous était l'honorable Dassondo qui était absent en tant que secrétaire parlementaire. La loi allait passer, mais malheureusement, la loi n'est pas passée. Bon, et finalement, c'est Boni qui a été élu
Vous avez vu les misères qu'il y a entre le président Boni Yayi et Patrice Talon, au point où on a dit que l'acte de naissance de l'un aurait disparu. Bon, et puis finalement, le peuple n'aime pas ça. Le peuple a donné le pouvoir au président Patrice Talon, donc il ne veut pas commettre les mêmes erreurs. Parce que vous libérez Eki Amadougou, vous ne pouvez pas lui interdire de faire de la politique. Elle fera de la politique, elle va chercher à prendre le pouvoir. Donc, il faut éviter ça. C'est pourquoi il dit, je ne vais pas, parce que ça peut se retourner contre moi. Et comme on le dit, le chef de l'État, il va partir en 2026. Il faut qu'il s'entoure d'une certaine, il sécurise. Il faut qu'il sécurise ses arrières. Lui-même d'abord, sa personne, il sécurise ses biens, il sécurise sa famille. J'ai toujours dit, il veut éviter le phénomène de l'Angola, par exemple. Vous savez que le président de l'Angola a choisi son dauphin, a fait campagne pour le dauphin, mais dès qu'il est arrivé au pouvoir, il s'est attaqué à sa famille. Et quand vous regardez déjà dans la mouvance, la guerre de succession a commencé. Donc, il veut pas régler deux problèmes à la fois. Il veut pas régler deux problèmes à la fois. Il veut d'abord, il va d'abord nettoyer. Maintenant que le terrain est libre, il va choisir. Il reviendra à la maison pour régler les problèmes. Et moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est qu'on a trop focalisé l'attention sur Yagmadougou. Non, il y a beaucoup de personnes en prison. Dans cette affaire de l'élection de 2021, il y a beaucoup de personnes en prison. Il faut pas personnaliser la loi sur l'amnistie. Il faut donner la possibilité à tout le monde de sortir. Ce n'est pas bien pour un père de famille, une mère de famille, bien encore jeune, de passer sa vie en prison. Quand on vous invite au commissariat au poste de police, que vous devez passer 24 heures de garde à vue, où est-ce que ça donne psychologiquement On est dérangé. La plus forte raison, on fait des années en prison. Donc, sur le plan politique, il prend ses dispositions. Mais si nous revenons sur le plan humain, écoutez, le pardon, il faut l'accorder. Vous-même, quand vous accordez le pardon est une puissance qui vous libère. Vous dormez en paix parce que tant que vous n'avez pas pardonné, vous passez toutes vos nuits à élaborer dans votre tête les stratégies de votre vengeance. C'est pas possible. Vous ne dormez plus, vous souffrez en vous-même. Vous n'êtes plus à l'aise. Vous n'êtes plus à l'aise. Donc, je dis sur le plan social, le plan humain, le plan relation interpersonnelle. Il faut pardonner. Mais il faut éviter que la même faute ne soit commise à nouveau. Donc, je dis, il faut que le travail continue. Il faut que la sensibilisation, il faut que le lobbying continue. C'est vrai que le chef de l'État a parlé, sa position n'est pas figée. Qui vous dit que d'ici à 2025-2026, les réalités ne vont pas évoluer? Donc, je voudrais que l'on ne désespère pas. Bon, quant à la rencontre entre le président Soglo et Talon, c'est une rencontre privée. Cela a eu lieu au domicile du chef de l'État. Donc, c'est pas politique. Ça, c'est peut-être échange entre l'ancien chef de l'État et, le chef d'État actuel. Vous allez voir qu'il n'a reçu que Soglo et puis, je crois, son directeur de cabinet. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'hommes là. Ça, c'est privé, c'est à la maison. Ça veut dire que la rencontre a eu lieu autour d'un pot. Bon, autour d'un pot. Difficilement, on me fera comprendre qu'ils n'ont pas parlé de la question de la veille. Non, c'est une évidence. Le chef d'État, Nicéphore Soglo, c'est un homme politique. Il a dirigé l'État béninois, il a dirigé la mairie de Cotonou. Lui aussi, il a son appréciation des différentes lois. Vous savez que au lendemain des élections de 2021, les législatives de 2023, le président Soglo s'est prononcé. Il y a eu un problème au niveau des lois électorales. Il faut revoir les lois électorales, la révision de la Constitution. Il y a un certain nombre de points que le président Soglo a soulevés. Donc, forcément, au cours de cette rencontre, il va rappeler ses préoccupations. Donc, mais ça, nous n'avons pas eu droit à ça. On n'a pas fait zoom sur ça. C'est ce qui concerne les démocrates. Donc, je voudrais demander au parti les démocrates, tout ne se dit pas sur la place publique. Dès qu'ils ont introduit cette loi et qu'ils ont commencé par en parler. Parce que là, le vote de cette loi, il y a affaire de gain politique. Celui qui fera adopter la loi va exiger ça comme trophée de guerre. Mais je dis, tel que la loi est déposée, elle ne sera pas votée comme ça. Il y aura des modifications. Parce que, faisons attention, vous qui vous souvenez que le dialogue politique qui a eu lieu entre-temps a débouché sur la révision de la Constitution. Je te donne X, tu me donnes Y. On s'entend. On s'entend. Donc, je crains que... C'est le moment des concessions. Je crains que nous n'allions dans ce même sens parce que
Si les autres tiennent à ce que leur loi passe, forcément au niveau de la charte des partis, au niveau de la constitution, au niveau du code électoral, on va faire d'autres concessions. Bon, on s'entend parce que moi, les hommes politiques, je ne leur fais pas trop confiance. À la face du monde, ils font semblant de s'attaquer, mais quand vous les voyez ensemble, ils jubilent, quoi. C'est comme si, bon, comme a dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'on je les ai niqués. Donc, il faut qu'on soit éveillé. Mais au-delà de tout, que nous soyons au pouvoir, que nous soyons de l'opposition, que nous soyons en politique, ce qui devait nous préoccuper, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Parce que les hommes passent, mais l'État reste. Monsieur Radiguin, votre commentaire par rapport à cette rencontre, finalement? J'ai suivi religieusement mes confrères. Je voudrais dire que le chef de l'État a raté une très belle occasion. Il a raté une opportunité de rentrer, n'est-ce pas, dans l'histoire ou marquer un gros point. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais il aurait dû, n'est-ce pas, mettre un peu de l'eau dans son vin. C'est quoi, je ne comprends pas. Si Jésus-Christ a pu se sacrifier pour l'humanité, pourquoi Saint-Papa Talon qui pourrait, n'est-ce pas, faire en sorte que Rikia Madougou et Joël Aïvo sortent de la prison. On n'est pas à l'église ici. Hein? Oui, on n'est pas à l'église, c'est bien vrai, mais c'est quand même une parole qu'on nous a, dont on nous a, avec laquelle on nous a bercé, d'accord, les paroles bibliques. Et quel que soit ce que nous ferions, nous ne pouvons jamais nous en écarter, nous en extirper de toutes les manières. Et donc, Patrice Talon, j'aurais aimé, n'est-ce pas, qu'il lâche prise pour une fois, que l'aigle baisse la tête pour, n'est-ce pas, marquer ce gros point qui pourrait aller dans le sens, n'est-ce pas, de son ambition, celle qu'il n'a cessé, n'est-ce pas, de dire, qu'il n'a cessé de ressasser et que j'ai l'habitude de répéter dans ce studio. Il a voulu être, n'est-ce pas, le Mandela à la fin de son mandat. Et donc, s'il veut être réellement Mandela, le Mandela du Bénin, il doit pouvoir aller, n'est-ce pas, dans ces genres de concessions. Souvent, savoir lâcher prise à des moments donnés, éviter le rigorisme qu'on lui connaît et surprendre positivement ou agréablement les Béninois, n'est-ce pas, en faisant ces genres de concessions et qui aujourd'hui aurait permis, n'est-ce pas, que les deux dames, et j'allais dire, Rikia Madougou et Joël Aïvo, deux éminentes personnalités dont le Bénin a besoin, quel que soit Alpha, pour évoluer. Nous savons que notre pays, le Bénin, a besoin de tous ses fils. Et donc ceux-là n'ont aucun, n'est-ce pas, et Patrice Talon, j'allais dire, n'a aucun intérêt à les maintenir, n'est-ce pas, dans les liens de la prison. Et donc, il va falloir qu'il commence par en prendre conscience. Et comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc, il va falloir qu'il commence par en prendre conscience et s'écarter de plus en plus, n'est-ce pas, des questions d'autres politiciennes ou politiques, si vous voulez, politiciennes, pour commencer par, n'est-ce pas, rentrer tout petitement dans l'histoire. Il aura beau construire les infrastructures les plus huppées du monde, les infrastructures qui pourraient même égaler, n'est-ce pas, celles qui sont construites à Abu Dhabi ou à je ne sais quoi. Et donc, quel que soit ce qu'il fera de ce point de vue, il ne pourra jamais rentrer dans l'histoire. On connaît les Béninois. J'évoque, n'est-ce pas, un aspect sociologique de notre culture. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut que désormais, qu'il sache qu'il a intérêt à libérer Rikia Madougou. Ce n'est pas ça qui va lui faire perdre le pouvoir. Loin de là. Au contraire, cela va lui apporter encore plus de l'étoffe au niveau de sa personnalité, au niveau de son leadership. Vous pensez qu'une fois sorti, Rikia Madougou et Joël Aïvo vont refuser de faire la politique? Mais s'ils font la politique, c'est pas pour aller lui arracher le pouvoir. Ils vont se porter candidat. Et si se portent candidat? Alors, c'est pour gagner. Pour gagner quoi? Pour gagner le poste de président de la République. Quel pour non? Écoutez, nous sommes ici, il s'agit de la vie de la nation. D'accord? Donc par rapport à ça, il n'y a pas de calcul d'épicier à faire. Il faut qu'il soit libéré à partir du moment où, d'accord, vous en conviendrez, le groupe des experts, n'est-ce pas, de l'ONU a déjà trouvé incongru
cet embastillement des deux personnalités. Et donc, il doit voir tout ça là pour leur permettre, n'est-ce pas, de recouvrer la liberté. Je suis heureux d'ailleurs que les étudiants qui ont été embastillés dans le cadre de la violence électorale aient été, Patrice Talon ait accepté de les libérer, de les gracier pour qu'ils soient désormais libres et aller poursuivre. Il n'a jamais dit qu'il va les gracier. Il a demandé qu'on accélère l'étude de leur dossier afin qu'on voit comment les aider à sortir. Dans tous les cas de figure, je le dis, d'accord? Si je le dis, c'est parce que il a un rôle à jouer à ce niveau pour que ces éléments sortent de la prison et retrouvent le chemin de l'université, retrouvent le chemin des bancs pour construire leur avenir. Parce qu'il ne sert à rien de maintenir des gens qui, pour des raisons d'autres politiques, ont été embastillés, ont été emprisonnés. Et donc, il va falloir que Patrice Talon, je l'admire beaucoup, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Et donc, par rapport à ça, j'aurais aimé, n'est-ce pas, qu'il cède pour une fois ce petit terrain-là pour que ces éléments retrouvent, n'est-ce pas, leur famille, retrouvent la liberté pour retrouver, n'est-ce pas, le chemin de l'école, de retrouver le chemin de l'université. D'accord. L'entrepreneuriat, le chef de l'État a admis aussi, quand même s'il n'a pas concédé la libération de ceux dont nous venons de parler, il a quand même admis qu'il est audit à nouveau de la liste électorale. Ça c'est pas rien pour les démocrates. Je crois que là, c'est un pas. C'est un pas de géant, cette concession de l'audit du fichier électoral. C'est un pas. Et il faut oser le dire. Et je crois que en d'autres circonstances, j'ai eu à fustiger un peu la démarche de l'ancien président de la République, Thomas Boni-Yayi, sur le fait qu'on se fasse alarmiste sur la question des élections en 2026 et qu'il faille d'abord, il faut aller strate par strate, essayer d'abord à l'interne ce qu'il faudra faire pour corriger au mieux le processus pour qu'il n'y ait pas assez de heurts, qu'il n'y ait pas beaucoup de heurts en 2026. Et donc, le fait d'avoir initié cette séance qui portait aussi sur cette question, je crois que à la fin, les deux parties ont trouvé que ça a été vraiment un pas franchi. Et lors de la conférence de presse animée par le premier vice-président Éric Onleté, et lui-même il a dit que sur cette question, ils se sont entendus et qu'ils croient que ce qui a été dit à cette séance sera réel, sera, comment dirais-je, sera effectif, oui, mais aussi qu'on ira vite. Pour qu'on soit pas obligé de tirer le temps et se rendre à l'évidence que le temps est parti alors que on n'a pas fait grand-chose pour nettoyer et que le chef de l'État a accepté même mettre à disposition comment dirais-je, les ressources de l'État pour que ce fichier soit traité et que si les démocrates ont des experts, ont des consultants, ont des ressources humaines pour que le travail se fasse et qu'il est tout ouvert à ce que cela se fasse. Donc je crois que sur cet aspect, les deux parties ont vraiment marqué un point. Les démocrates qui ont initié la question sont sortis satisfaits de la réaction du chef de l'État, tout au moins sur cette question. Je crois que c'est tout le bonheur qu'on puisse se souhaiter, parce que lorsqu'on se rappelle un peu tout ce qu'il y a eu comme imbroglio, tout ce qu'il y a eu comme comment dirais-je, désagrément pour des votants qui se retrouvent, qui sont à Cotonou mais retrouvent leur nom à Pomassé, on retrouve leur nom à Zapota. Je crois que ce type d'irrégularité, il faut les corriger et vite les corriger pour que tout le monde s'accorde tout au moins sur le fichier électoral et que l'on passe rapidement cette question pour penser à autre chose par rapport au processus de 2026. Comme je le dis, 2026, c'est si loin mais c'est si près. Alphonse Missoulé, est-ce que cette concession du chef de l'État n'est pas un piège, en fait, pour les démocrates? En d'autres termes,
qu'est-ce qu'ils pourront trouver à toiletter, à corriger dans cette liste électorale? Non, vous savez qu'il y a des gens qui ont été déplacés, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé leur centre de vote, leur bureau de vote, et que le parti de la démocratie avait déjà diligenté des personnes avérées pour faire le travail. Donc ils ont quand même sous la main un certain... Ils avaient été acceptés quand même à auditer, cette même liste un peu avant les législatives de janvier. Non, vous savez, c'est un problème de délai. Nous sommes sur Internet technique, c'est un problème de délai. Maintenant, ils ont suffisamment le temps avant les élections générales. Je crois savoir que le chef de l'État a convoqué pour la semaine prochaine les députés de la majorité présidentielle, parce que tout se joue là-bas. Tout se joue là-bas. Et comme je le dis, c'est le chef de l'État qui va donner des consignes à sa majorité. S'il veut que ça passe, ça passera. S'il veut pas, ça ne passera pas. Ils n'ont pas les mains libres. Léon Basile Rossi a dit que ce sont des soumis, c'est vrai. Moi, j'étais un peu gêné. Ouais, à la rencontre de la dernière fois, j'étais un peu gêné. J'ai dit, mais attends, on parle politique, hein. Le chef de l'État, tout au moins, il aurait pu inviter le professeur Jagbenou au titre de l'UPR et le ministre Biochane au titre du BR pour assister à la rencontre, parce que le chef de l'État ne siège pas à l'Assemblée nationale. Et toutes les réformes par rapport aux lois se passent à l'Assemblée nationale. Donc, c'est tellement qu'il a invité les députés de la majorité pour leur donner des consignes. Parce que revoir le fichier électoral va appeler au toilettage de beaucoup de textes. Ouais. Beaucoup de textes. Et les textes sont toilettés à l'Assemblée nationale. Et la majorité, c'est la mouvance. Ils sont les plus nombreux. Donc, c'est pour ça que je dis que dans les concessions, faisons beaucoup attention. Faut pas qu'on passe de compromis à compromission. Parce que ça va se passer. Ça, là, c'est une évidence. Les gens de la mouvance ne laisseront pas passer tranquillement les désiderata de l'opposition. Donc, il y aura on va faire des concessions au point d'aller même à des compromissions. Parce que vous souvenez que quand on a voulu réviser la Constitution, quand on a parlé de dialogue politique, et les gens, après, se sont plaignés de ceux dont on n'a pas discuté là-bas, on nous a fait un bébé dans le dos dans la révision de la Constitution. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, au-delà de toutes les promesses du chef de l'État, il faut que les gens soient éveillés. Parce que quand les hommes politiques doivent connaître le président Patrice Talon. Il ne parle pas beaucoup, mais quand il a envie de parler, il dit des choses, c'est-à-dire que la vérité qu'il a dans son ventre, il les sort à votre insu. Il faut faire attention. C'est vrai qu'il a demandé qu'ils vont le faire. Le fichier électoral, ils ont dit, ce qui est sur le Parti des démocrates, ils ont déjà fait le travail. Ils ont déjà fait le travail scientifique. Il faut qu'ils mettent à disposition, qu'ils trouvent de vrais experts. C'est pas des gens qui vont là-bas défendre des positions politiques. Ici, c'est technique. Et je crois que le chef de l'État a cédé à une requête. Vous savez, avec la nomination de Rwandais à la tête de l'ANIP, vous avez toutes les inquiétudes que les gens ont soulevées. Et ils ont dit, bon, il les a écoutés. C'est après avoir corrigé le fichier électoral que, bon, on peut être rassuré que cet homme qui a été positionné à la tête de l'ANIP n'est pas en mission pour 2026. Parce que, depuis la rencontre du chef d'État avec une délégation du Parti des démocrates, on a lancé comme ça le processus électoral pour les élections générales de 2026. Tout ce qui sera fait, toutes les négociations, toutes les lois corrigées, on rentre comme ça dans le processus jusqu'en 2026. Donc, je voudrais demander aux uns et aux autres, d'être éveillés, d'éviter la politique de la chaise vide. Parce que quand vous n'êtes pas là, vous savez, on a été habitué à une expression, les lois se votent notamment à la majorité des députés présents ou représentés. Et on sait que beaucoup de lois comme ça nous ont été votées nuitamment. Et quand vous prenez certains députés en offre pour leur demander ce qui s'est passé, il y a des gens même qui ne lisent pas les textes, ils votent comme ça. Donc, il faut qu'on soit vigilant. Moi, c'est au-delà de la promesse, j'invite les uns et les autres à être vigilants. Ishora Djiguen, vous voyez l'opération aisée pour les démocrates? Bon, je dis, sans blagomachi, que Boni Yayi a bien fait, n'est-ce pas, d'avoir obtenu cet accord de Patrice Talon. Mais au-delà de ce fait, je voudrais souligner ceci que et mouvancier, député, d'accord, et député mouvancier, et le chef de l'État
s'ils aiment réellement ce pays, ils n'ont pas de calcul à faire. Encore moins des compromis, des compromissions, n'est-ce pas, à faire pour que cette loi soit votée à l'Assemblée nationale. À défaut, ils seront considérés comme étant, n'est-ce pas, des apatrides. Puisque je le dis toujours, et je ne le dirai jamais assez, il s'agit de la vie de la nation. Il s'agit du futur de nos enfants. Il s'agit du devenir également de leurs enfants. D'accord? Nous sommes tous béninois et donc le pays appartient à toutes les classes, quelle que soit leur position aujourd'hui. Et donc, ils doivent savoir qu'après la vie qu'ils mènent aujourd'hui, il y a une autre vie. Et cela pourrait, n'est-ce pas, leur arriver au moment où ils passeront de l'autre côté. Comme écoute, je l'avais déjà dit. Aujourd'hui, profitez-en, faites ce que vous voulez, n'est-ce pas? Et demain, c'est avec les mêmes instruments qu'on vous frappera. Et donc, je voudrais dire aux députés, encore au chef de l'État, qu'ils ont tout, n'est-ce pas, à mettre en œuvre pour que la loi soit votée. Il va, n'est-ce pas, de leur image et ils feront que le Bénin sortirait davantage grandi sur l'échiquier international. Et donc, il n'y a pas de calcul à faire. Je suis formel là-dessus. Il n'y a aucun calcul à faire par rapport à ça. Par rapport à l'audit de la liste. Par rapport à l'audit de la liste, écoutez, je ne voudrais pas me mettre dans la posture de consultant ici. Et Mouvancier et l'opposition savent les écueils que constitue, n'est-ce pas, que recèle, j'allais dire, que recèle le fichier électoral pour aller, n'est-ce pas, les corriger. Et donc, par rapport à ça, je n'ai pas grand-chose à dire. Donc, ils n'ont qu'à se revoir, n'est-ce pas, pour corriger les imperfections notées ça et là. Mais comment vous voyez les démocrates s'en sortir? Parce que le chef de l'État a dit qu'ils peuvent rabuner l'expert qu'ils veulent. Et même s'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont qu'à le faire savoir pour que l'État, le gouvernement puisse accompagner le mouvement. Par rapport à cet aspect de la question, je voudrais appeler les démocrates à la vigilance, comme l'a dit le doyen Soudé tout à l'heure. Je voudrais les appeler. Connaissant l'homme, ils doivent pouvoir mettre les garde-fous et avoir, eux aussi, à leur niveau, plusieurs plans pour que, lorsque le plan ne va pas marcher, qu'ils puissent glisser l'autre et puis faire le jeu. Sans ça, leur mission fera chou blanc. Et donc, c'est tout le pays qui en pâtira. Et donc, à partir de ce moment-là, ils doivent, eux aussi, redoubler de vigilance et mettre en place, accoucher toutes les stratégies qui vaillent pour qu'ils ne soient pas dribblés, pour que leur ambition, cette aspiration qui épouse, n'est-ce pas, véritablement celle du peuple, soit mise en musique et puis, n'est-ce pas, sortie de l'ornière. Et donc, par rapport à ça, je voudrais les appeler à la vigilance. Et donc, il n'y a pas de solution miracle. Oui, dès lors qu'il s'agit, n'est-ce pas, du pays, de la nation, les deux camps doivent, n'est-ce pas, s'asseoir autour d'une même table pour faire voter, n'est-ce pas, cette loi, pour que ceux dont les fils du pays, je ne le dirai jamais assez, ces fils du pays qui sont à l'extérieur, qui sont poussés à l'exil, puissent revenir construire avec ceux qui sont restés au pays. Vous avez les preuves qu'ils ont été poussés en exil? Ils ont été poussés en exil. Écoutez, c'est la justice qui les a convoqués. Et ils ont pris la poudre des scampettes. Écoutez, s'ils ont pris la poudre des scampettes, bon, il appartient à chacun d'en faire sa religion. Mais pour ma part, je dis qu'ils ont été poussés à l'exil. Et je le répéterai 1001 fois. Sans en avoir malheureusement les preuves. Quelles preuves? Qu'est-ce que vous appelez preuves? Cela est ostensiblement perceptible. Mais tout le monde le sait, donc c'est visible. Écoutez, vous voulez jouer aux zélateurs du pouvoir? Je ne comprends pas. Ils ont été poussés en exil. Je suis formel là-dessus. Ah bon? Oui. Et Patrice Talon a intérêt à faire en sorte, s'il veut être réellement, je reviens dessus, le Mandela, n'est-ce pas, du Bénin, à la fin de son mandat, faire en sorte que
ceux-là reviennent au pays. Merci beaucoup. Alphonse Moïse Soulé, le président Patrice Talon s'est opposé à l'une des requêtes des démocrates, celle de voir un des membres du parti siéger à la Sénat. Et la proposition de Éric Mouneté, le vice-président du parti, est bien sûr de voir un des membres issus des sérails du pouvoir démissionner au profit de celui de l'opposition. Vous avez pu suivre un peu ce pan de discussion-là? Oui, bon, j'ai lu un peu partout certains proches à Éric Mouneté d'avoir formulé cette proposition-là. Je ne sais pas, je ne sais pas si le Béninois peut me dire pourquoi Diogbeno avait démissionné de la Cour constitutionnelle. Est-ce que le Béninois peut me dire dans quelles conditions on a embouté Amoussou dehors pour mettre Diogbeno à la tête du parti? Il faut qu'on nous le dise. Parce que Éric Mouneté a surfé sur cette méthode qu'ils ont utilisée. Un matin, un seul levé, on a dit que Diogbeno a démissionné de la Cour constitutionnelle. Jusqu'à la fin de son mandat, est-ce qu'il a été remplacé? Est-ce qu'il a été remplacé? Et Vlan, on dit qu'il n'y a même pas eu congrès, et puis il n'y a même pas eu, et puis on dit, Diogbeno devient président du parti. Donc, Éric a voulu emprunter, Éric Mouneté, pardon, a voulu emprunter le même chemin que ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Il a suivi les traces pour dire, bon, ce que peut-être c'est parce que la presse a relayé ça, c'est si on n'avait pas enregistré. Vous et moi n'allions pas su ce qui a été dit. Donc, c'est tellement que cette question-là avait été préparée. On dit, écoutez, si vous voulez que nous siégeons, ça c'est vrai. Vous savez, tout ce qui se fait aujourd'hui dépend uniquement de la volonté du chef de l'État. Je le dis et je le répète, ouais, les événements... Mais le chef de l'État invoque les tests qui ne doivent pas être manipulés. Écoutez, 1er et 2 mai. Pourquoi parlez-vous de ça? 1er et 2 mai. Oui. On a tiré sur nos compatriotes. Vous et moi, nous ne savons pas qui a donné le compte sur nos compatriotes. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Amnistie générale. Tranquillement. On n'a même pas laissé la police faire les enquêtes pour citer les responsabilités. On a amnistié tout le monde tranquillement. Donc, affaire classée. On avait même entendu, on ne devrait plus en parler. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de décisions qui relèvent des trucs là, des chefs de l'État. Mais je dis, ce qu'on peut-être, on dit, bon, on a dit ça à la face du monde, quelqu'un m'a dit, ben écoutez, ce sont les secrets du couvent qui ont été mis sur la place publique. J'ai dit non, il a voulu exploiter la méthode souvent utilisée par le chef, par la mouvance pour positionner des gens. Écoutez, l'exemple est là. Je ne sais pas si vous avez couvert la rencontre qui a désigné Diogbeno comme président de l'UPR. Je n'en sais pas. On n'y était pas, madame. Est-ce que quelqu'un nous a dit jusqu'à l'heure où nous parlons là quelles sont les raisons pour lesquelles Diogbeno a démissionné de la tête de la Cour constitutionnelle? Ce que les gens cherchent, il est parti tranquillement, hein, sans qu'on nous dise de quoi, qu'est-ce qu'on lui repose, de quoi est-il fautif, non. Donc ce sont les tractations politiques. Donc l'autre a voulu emboucher la même trompette que le gouvernement pour dire ça a été fait une fois, ça peut se faire encore une seconde fois. Landry? Ouais. Voilà, c'est sur la question, je suis resté un peu perplexe parce que dans le fond reste, le fond des échanges sur cette question reste ouvert. Mais sur la forme, j'ai trouvé que le ton est passé un peu comment dirais-je, à la correctionnelle. Oui, c'est dit que je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle. Et lorsque le chef de l'État, qui a semblé être tombé des nues quand Éric Mouneté a fait la proposition, le ton avec lequel le chef de l'État a récupéré les propos, moi, m'a laissé un peu perplexe. C'est vrai, c'est le chef de l'État, c'est le président Patrice Talon, c'est quand même aussi un vice-président d'un parti. Moi, j'ai vraiment pas aimé le ton. Maintenant, au-delà du ton, dans le fond même de la question, Moïse Soulé l'a dit. Qu'est-ce qui peut choquer si tant lorsqu'on sait que dans les intrigues politiques, tout est possible. Et il a dit, il a été, on ne peut plus clair.
je sais pas. Le chef de l'État est contre toute manipulation de nos institutions. Suivez mon regard. Quand je il dis, est contre. Il est contre, il a dit. Ouais. Ok. Et Moïse Soudé l'a dit aussi tout à l'heure. Nous sommes tous dans le pays. Vous êtes là. Et vous avez tout suivi. Il y a rien eu. Vous pouvez nous dire comment est-ce que le président Diogouenoua a démissionné de la Cour constitutionnelle? En tout cas, moi, je ne sais pas. On ne nous a jamais donné les mobiles qui sous-tendent cette démission. Et par quelle alchimie ce monsieur... C'est sa volonté. Il a décidé de démissionner. Est-ce que vous connaissez le cas contraire? Le vice-président Éric Rouleté, le cas contraire? Non, le vice-président Éric Rouleté est-il, comment dirais-je, a-t-il le pouvoir de manipuler? Je ne crois pas. Il a émis. Un soir, il a dit, et si? Et si on faisait ça? Bon, ok, d'accord. Nous sommes en discussion. C'est, comme le dirait l'autre, c'est la différence qui crée l'homme. Je ne suis pas d'accord pour ce que tu dis, mais je me battrai pour que tu aies le droit de le dire. Voilà. Et donc, du coup, si le monsieur... Ah non, je crois que ça ne va pas être possible. Ben, donc, je crois que il y a tellement de non-dits autour de ces approches. Et vous et moi n'avons jamais été dans ces couvents politiques. En tout cas, pour moi, non. Vous, je ne sais pas. Pour comprendre tout ce qui se dit ou tout ce qui s'est dit avant cette séance et tout ce qui a été dit après cette séance en off, en dehors des caméras. Et donc, moi, je m'en tiens juste aux extraits et que les confrères nous ont balancés sur les réseaux sociaux et partout ailleurs. Et je dis, dans la forme, je suis resté un peu interloqué par rapport au ton qui est passé à la correctionnelle sur la question. Et dans le fond, je ne vois pas pour qu'est-ce qu'on reproche concrètement à Éric Rouleté quand vous parlez de manipulation des tests. Non, ce sont les mots du chef de l'État. Oui, justement. On reprend les mêmes mots et puis on les analyse. Et donc, du coup, pour moi, en politique, tout est possible. Et ce que Éric Rouleté a dit n'est pas quelque chose qui sort de l'entendement. Maintenant, lorsque vous pensez que des choses sont érigées comme des principes sacro-saints de la République, il ne faudra pas les toucher, il ne faudra vraiment pas les toucher, que cela reste comme ça sur toute la ligne et qu'il n'y ait pas des compromis, comme l'a dit Moïse Soudé, et qui nous envoie dans des compromissions. Donc, je crois que par rapport à cette préoccupation, pour moi, on a enflé un peu les propos et puis on en a fait un gros débat. Pour moi, ça reste un épiphénomène et puis ça passe. Mais on n'a pas entendu Éric Rouleté s'en offusquer, surtout de ce passage avec le chef de l'État. Que voulez-vous qu'il dise? Moi, je ne suis pas Éric Rouleté. Mais lorsque la situation est passée à la dérision pratiquement de cette façon, je crois que j'aurais été à la place du vice-président Éric Rouleté et que je garderais la même posture. Je n'en parle plus. C'est des adultes. Puisque ça a été mal accueilli. C'est un peu comme vous êtes dans une réunion familiale, vous faites une proposition, le grand-oncle de la famille ou l'aîné de la famille vous réprimande pratiquement sur ce que vous avez dit, et vous n'en faites pas un débat. Le débat est clos et on passe à autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il est faible. Non, ça ne veut pas dire qu'il est faible. C'est une question de hiérarchie, de prérogatives. Le chef de l'État était dans ses prérogatives en disant ce que vous avez dit, puisque c'est lui qui conduisait les débats d'une façon ou d'une autre. Il n'a pas acquiescé, il n'est pas d'accord, il l'a exprimé. Et puis pourquoi on devrait en faire un gros débat? Pour moi, c'est clos, c'est fort clos, et puis on passe à autre chose. On continue. Ishola Djigui, on continue ou on en parle encore? Écoutez, je le dis sans avoir la trouillométrie à zéro, et Patrice Talon et Éric Rouleté sont tous deux dans leur rôle. Il n'y a pas à considérer ici le ton adopté ni par l'un, ni par l'autre. Il est vrai que le chef de l'État est une institution de la République qu'il faut respecter. J'ai beaucoup d'admiration pour lui.
j'ai beaucoup d'admiration pour l'institution qu'il incarne. Et donc, il n'a pas à avoir ici le temps, que ce soit un temps d'oracle ou autre chose, dès lors qu'il travaille, n'est-ce pas, pour le développement du pays. D'accord? Donc, quel que soit le temps qu'a adopté Eric Ndoundité, il ne devait pas avoir ça. Ce sont, n'est-ce pas, les clébés, ceux qu'on appelle les clébés au pays, ce sont eux qui radotent ces gens d'ineptie, n'est-ce pas, d'ineptie dans les oreilles des populations. Sinon, je ne vois pas la faute que Eric Ndoundité, n'est-ce pas, a déjà commis pour avoir exprimé cette doléance de cette façon. Et donc, par rapport à ça, écoutez, je suis formel aussi, hein, donc Eric Ndoundité est dans son rôle, Patrice Talon également est dans son rôle. Alors, globalement, si on vous demandait d'apprécier un peu alors cette sortie, cette rencontre avec le chef de l'État, est-ce que l'opposition s'en est sortie grandie, a pu obtenir quand même ce qu'elle voulait? Bon, ben c'est un gain énorme parce que si ma mémoire est fidèle ou très bonne, si je ne fais pas une lecture au premier degré de la situation, je crois bien savoir que ils ont posé jusqu'à 5 doléances, hein, je crois. Et ils en ont gagné 3, si je ne m'abuse. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est un gain énorme. Et cela, n'est-ce pas, est accueilli de la même manière au sein de l'opinion, au sein des basses couches de la population béninoise, au sein de la population en réalité. Et donc, dire que les démocrates ont échoué, n'est-ce pas, ce serait une vue de l'esprit, ce serait une volonté, n'est-ce pas, de vouloir accuser son chien de rage. Et donc, c'est vrai que beaucoup de personnes auraient aimé, n'est-ce pas, s'attendaient en termes clairs que Patrice Talon accède, n'est-ce pas, à cette doléance, celle qui consiste, n'est-ce pas, à faire en sorte que Rekia Madougou et Joël Aïvo retrouvent leur liberté. Mais cela n'a pas été le cas. Je ne suis pas dans les tripes du chef de l'État pour savoir, n'est-ce pas, ou déceler, pour analyser, n'est-ce pas, au pifomètre près, tout ce qu'il pense par rapport à la question, tout ce qu'il pense, n'est-ce pas, de ce point de vue. Et donc, par rapport à ça, je n'ai pas à lui prêter des intentions. Seul il sait pourquoi il a gardé une dent si dure contre cette dame qui est en prison et qui n'a pas sa place là-bas. Et donc, il appartient, n'est-ce pas, au chef de l'État de savoir ce qu'il a lieu de faire pour donner satisfaction à la population. Parce que là, il ne s'agit pas seulement des démocrates. C'est une doléance portée, n'est-ce pas, par les populations qui a été juste relayée au niveau des démocrates à l'endroit du chef de l'État. Mais ça a fait flop. Il appartient, n'est-ce pas, aux démocrates de redoubler d'ardeur, de redoubler de stratégie, puisque nous sommes en politique également, pour que d'ici à là, cela puisse trouver satisfaction. Et donc voilà ce que j'ai à dire rapidement. Et si le chef de l'État, Henri Briton, ne voulait pas faire ombrage ou empêcher le vote de la loi d'amnistie, parce que s'il accédait au droit de grâce, ce serait une manière de récupérer, et peut-être qu'il a choisi laisser le soin ou l'entièreté du jeu à l'Assemblée nationale. C'est une possible lecture. Grâce présidentielle, loi d'amnistie, je crois que c'est deux choses différentes. On ne va pas rentrer dans un lexique juridique ici. Et, la grâce présidentielle relève des prérogatives du chef de l'État. Tout ça, tout le monde le sait. Une loi d'amnistie est initiée, une proposition de loi initiée par des députés. Et cela a été le cas avec les députés de l'opposition, les députés du groupe parlementaire, les démocrates, les 28 députés. Et lorsqu'on sait qu'à l'Assemblée nationale, c'est le haut lieu de la politique, le chef de l'État, dans la séparation des pouvoirs, ne pouvait pas aller au-delà de ce qu'il a dit sur la loi d'amnistie. Et ceux qui ont initié cette loi et ceux qui ont
la capacité ou ceux qui sont commis à cette tâche s'en occuperont. Lui, il est de l'exécutif. Il n'est pas du législatif. Et donc, dans la séparation des pouvoirs, il ne pouvait pas aller au-delà de tout de ce qu'il a dit. Et je crois qu'il a été très intelligent sur la question. Cette loi, ce point ne pouvait pas avoir un écho très favorable avec lui, et je crois que la délégation des démocrates devrait déjà le savoir avant d'aller là-bas, puisque il n'y a pas le président de l'Assemblée nationale qui était là pour qu'on lui lague la question. Il n'y avait pas les présidents des autres groupes parlementaires au niveau à cette séance-là pour pouvoir. Donc je crois que dans le labyrinthe de cette institution, beaucoup de choses vont se passer, et comme l'a dit Moïse Soulé, il faut faire du lobbying et du management autour de cette loi que de se jouer les fanfarons. Excusez-moi de le dire comme ça, j'ai pas dit que ceux qui ont initié on joue à la fin. Mais je crois que ceux qui récupèrent ce dossier ou ce sujet important, on en parle tellement alors qu'on n'a pas bougé d'un iota par rapport à cette proposition-là, par rapport au processus pouvant aboutir à une probable loi sur d'amnistie. Et donc, je crois que sur la question, le chef de l'État, il est resté dans son précaré et il n'a pas voulu sortir. Mais lorsque vous avez parlé de grâce, lorsqu'ils ont parlé de grâce présidentielle, tout de suite, ah oui, il a dit, je ne veux pas le faire. C'est moi. Si quelqu'un d'autre peut faire autre chose, il n'y a pas de problème. Moi, je ne veux pas le faire. Je crois que c'est ce qu'il faudra lire à travers ces propos. Et donc, une loi d'amnistie, je crois que le processus suivra son cours, certainement, et que ceux qui ont initié cette loi feront, et comme je l'ai déjà dit sur un autre plateau, tous les députés aujourd'hui qui se réclament de la mouvance présidentielle, qu'il soit de l'Union progressiste, le Renouveau, ou du Bloc républicain, ne sont pas forcément des gens qui sont contre la politique du président, de l'actuel président du Parti Les Démocrates, Boni Yayi, puisque c'est des gens qui ont été faits par lui, en son temps, et qui aujourd'hui sont à l'Assemblée. Et lorsque... Mais les paramètres politiques ont changé. Les paramètres, c'est pour ça que je parle de lobbying et de management. Le président Boni Yayi, en allant voir ses frères ou ses enfants qu'il a fait, qu'il a bâti lui-même pour leur dire, vous savez, je voudrais que vous nous aidiez à ce que cette loi-là passe. Ça, c'est de la politique, c'est du lobbying, c'est du management. Ils ont un autre maître aujourd'hui. Ils ont un autre maître. Qu'ils ont l'obligation d'écouter. Je voudrais juste extrapoler pour dire, vous officiez aujourd'hui dans un groupe de presse. Vous êtes à IDTV, Diaspora FM et tout. Vous êtes passé entre-temps dans un autre groupe de presse, la Gazette du Golfe, où vous avez officié pendant des années. Si aujourd'hui vous vous retrouvez ici et qu'il y a un petit souci et que le PDG du groupe de presse dit, Monsieur Peggy, j'ai besoin que vous m'aidiez à ce que ce problème soit résolu. Si tant est que cela ne brusque pas terriblement les intérêts. Parce que Ishola a dit tout à l'heure qu'on sorte Rekiat Madougou, qu'on sorte Joël à Ivo. Vous avez dit non, ils vont chercher à être président de la République. Talon est-il candidat à encore quelque chose? Je crois que selon les tests, en l'état actuel, il ne fera pas plus de 2 mandats et qu'il est en train de finir son mandat. Et donc cela ne devrait pas le brusquer pour autant. Maintenant, lorsqu'on rentre dans les schémas de joker ou de pions à placer après, ça c'est un autre débat. Mais Rekiat Madougou et Joël Aïva, aujourd'hui, même s'ils sont candidats, ce n'est pas pour prendre la place du président Patrice Talon, puisqu'il n'est plus candidat pour une élection présidentielle, je suppose. Et donc, l'un dans l'autre, je crois qu'un bon lobbying, un bon management autour de cette proposition de loi aboutirait, qu'on arrête de faire beaucoup de bruit autour de cela, qu'on arrête les tintamas et que l'on aille réellement dans le fond du sujet et que ceux qui ont initié cette loi puissent faire du lobbying, parce que, comme l'a dit Boissoudé, c'est des gens qui se voient au-delà des querelles qu'on expose, qui sont pour moi des mises en scène, c'est des gens qui se retrouvent
à prendre du vin, à prendre du bon temps, comme le dit les Ivoiriens, à s'enjailler, voilà. Et nous, on est là juste pour subir tout ce qu'ils disent, voilà. Merci, Alphonse Moïse Soulé. L'honneur vous revient de clôturer cette émission. Je crois, je dis et je répète, les Béninois ont besoin de se parler. Les Béninois ont besoin de se parler et cette loi-là doit passer facilement pour que nous puissions nous parler, parce que ça soit de la mouvance, que ça soit de l'opposition, que ça soit les hommes apolitiques, nous avons des amis, nous avons des parents en prison et je voudrais que c'est pour l'intérêt de tous. Nous devons pacifier cette élection. Depuis 2016, vous savez que les Béninois ne se parlent plus. On est dans la méfiance, on est dans la prudence. Même quand tu veux pas parler avec ton frère, tu es prudent. Donc je veux que cette loi puisse permettre à tous les Béninois de se réconcilier. Patrice Talon est en train de finir son mandat et il faut qu'il laisse au peuple béninois un héritage. Parce que si l'héritage n'est pas consolidé, celui qui viendra après lui va tout balayer. Merci beaucoup, Alphonse Moïse Soulé. Je rappelle, vous êtes analyste politique. Face à vous, il y avait Landry Cueton, analyste politique, aujourd'hui directeur d'un groupe de presse, Filao TV, Filao, le journal, et puis Ijola Djigui, l'inévitable, qui était sur ce plateau. Il est le directeur de publication de Providential News. Oui. Merci beaucoup. Oui, je voudrais dire rapidement que Boniaï n'a pas fait la coubette pour faire voter une loi. Il s'agit de la vie de la nation. On a parlé de lobbying. Il n'y a pas de lobbying à faire. C'est vrai que c'est l'idéal, mais il ne doit pas, n'est-ce pas, s'égoncer dans cette trivialité. Et donc voilà. Le point 7. Le point 7, votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody Bibi, c'est le pied.